Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 15 mars. La condamnation de la Cogema sur plainte de Greenpeace. Les juges interdisent le déchargement de déchets australiens venus par bateau pour le site de La Hague. Pas de nouveaux cas déclarés de fièvre afteuse en France en dehors de celui décelé en Mayenne, mais plusieurs suspicions et des précautions internationales maximum. Élection municipale deuxième tour, jour J-3, nous évoquerons Toulouse, Dijon et Chauffaille. Et puis j'interrogerai en duplex Madame Michèle Alliot-Marie, présidente du RPR, et François Hollande, premier secrétaire du Parti Socialiste. Violents échanges de tirs à la frontière de la Macédoine et du Kosovo, reportage dans la région de Gozinche. 2 jours avant le match du tournoi Destination France-Pays de Galles, portrait de Bernard Laporte, impassible sous les critiques. Ouverture du 21e Salon du Livre à Paris. Après les petits fours de l'inauguration, la littérature allemande sera à l'honneur. Le débarquement de combustible australien à Cherbourg, à l'usine de La Hague, interdit par la justice. Pour la première fois, la Cogema a été condamnée sur plainte de Greenpeace. Vous voyez le reportage d'Hélène Vering et Vincent Bouffartigue. Arrivé cet après-midi au port de Cherbourg, les cales chargées de combustible nucléaire usé, le Bouguenais est ce soir condamné à rester à quai. Sur décision du tribunal de grande instance de Cherbourg, il est fait interdiction à la Cogema de procéder au déchargement de ce combustible irradié en provenance d'Australie. Une décision qui satisfait au plus haut point l'association Greenpeace. Le tribunal vient de demander simplement à la Cogema de respecter la loi, ce qui est un très grand pas en avant. C'est une décision qui est énorme parce que sur la base de cette décision, on va pouvoir maintenant s'intéresser à l'ensemble des autres matières nucléaires qui ont été jusqu'à maintenant acheminées en France. Autrement dit, le combustible irradié étranger aujourd'hui stocké à La Hague. Aux yeux du tribunal, la Cogema n'a pas respecté les principes fondateurs de la loi française. Cette loi interdit le stockage de déchets étrangers non destinés au retraitement. Pour la Cogema, cette décision est un coup dur. On ne peut qu'être extrêmement surpris dans la mesure où jusqu'à présent, toutes les interpellations qui avaient pu être faites à Cogema ou à Transnucléaire sur ces activités avaient permis de justifier de la parfaite licéité, de la parfaite caractère parfaitement réglementaire de l'ensemble de son activité. Dès ce soir, la Cogema devrait faire appel de cette décision, car à ses yeux, il n'est pas question de renvoyer le combustible usé en Australie ou de le laisser en état dans les cales du Bouguenais. Une nouvelle bataille juridique s'engage entre pros et anti-nucléaires, une bataille qui pour la première fois devant un tribunal français a un goût de victoire pour les écologistes. Pas de nouveaux cas déclarés de fièvre afteuse en France, alors qu'il y a déjà 240 foyers en Grande-Bretagne. 22 exploitations dans 13 départements français sont cependant sous surveillance. Des éleveurs s'opposent parfois à l'abattage de leurs troupeaux, d'autres ne cachent pas leur désespoir. Après la crise de la vache folle, la propagation de la fièvre afteuse serait pour eux une véritable catastrophe. Reportage dans l'Allier, Émilie Lançon et Julien Tria. D'habitude, le matin, Philippe s'occupe de ses bêtes. Mais aujourd'hui, il a rendez-vous avec les agriculteurs de son village pour parler de la fièvre afteuse. La semaine dernière, non loin d'ici, 137 bovins ont été abattus sur simple suspicion. Les éleveurs craignent une contamination et s'insurgent contre l'abattage préventif des troupeaux. Pour une fois qu'on écoute les mecs qui ont les pieds dans la boue, quoi. Une fois, hein. Ça va pas leur coûter bien cher. Et qu'on sorte les vaccins et qu'on vaccine. Mais moi je comprends pas ça. Qu'aujourd'hui, avoir les moyens qu'on a pour en 15 jours régler le problème de la fièvre afteuse, on vaccine, c'est terminé. Terminé. Beaucoup d'experts pensent qu'il faudrait plus de temps. Mais aux yeux de ces éleveurs, le vaccin reste la seule arme efficace. Un vaccin qu'ils réclament plus que jamais, car après la vache folle, ils redoutent des gestes désespérés. S'il y a une vie de famille autour, s'il y a une vie sociale autour, ça va passer. Mais si jamais le mec est tout seul à broyer du noir, eh ben ce mec-là, il va pas tenir. Ça, c'est évident. Dans les exploitations un peu partout en France, l'argent a du mal à rentrer. Certains éleveurs sont au bord de la faillite. Voilà plus de 2 mois que Philippe aurait dû vendre ses broutards, mais les cours sont au plus bas. Et avec la fièvre afteuse, les bêtes ne peuvent pas être déplacées, sauf vers les abattoirs. J'ai une perte de 105 000 francs sur 40 bovins, ce qui représente la moitié de mes annuités bancaires. Donc en fin d'année, il va manquer des sous. Et comment vous allez faire? Eh ben, comment on va faire, on n'y sait pas. Alors Philippe croise les doigts. Surtout que ces bêtes n'attrapent pas la fièvre afteuse. Je ne me laisserai pas en faire. Hein.
Je laisserai pas battre mon troupeau sans me défendre. Hein. Pourquoi? Ben parce que on est habitué à ces bêtes, tout. Moi, j'ai pas envie de voir abattre mes bovins. Voilà. Et en attendant, comme pour conjurer le sort, Philippe continue à s'occuper de ses vaches, comme si de rien n'était. La Commission nationale permanente de lutte contre la fièvre afteuse estime que le recours à la vaccination n'est pas, pour l'instant, une réponse appropriée. Dans les départements de la Mayenne et de l'Orne, les entreprises agroalimentaires sont en grande difficulté et des menaces de chômage technique pèsent sur certains abattoirs. Reportage Éric Mézy et José Boulestex. Les éleveurs de la Mayenne et de l'Orne sont sur ce point rassurés. La collecte du lait aura bien lieu normalement. Les industriels se sont en effet mis d'accord. Ceux dont les laiteries sont situées dans ces deux départements assureront le ramassage et la transformation du lait pour les autres sociétés situées à l'extérieur. Mais cette réorganisation détournée, si elle permet de faire face à l'urgence de la situation, a déjà des conséquences financières importantes. Il va y avoir un manque à gagner assez important parce que le lait qui aurait dû être transformé quelquefois en fromage sera transformé en poudre et c'est moins, ça rapporte moins. D'accord, c'est chiffrable. Pour l'instant, on estime ça à des dizaines, voire des centaines de millions de francs. Mais la situation est encore plus grave pour les producteurs de fromage au lait cru, car la fabrication des célèbres camemberts, Livaro et autres Pont-l'Évêque est pour l'instant tout simplement stoppée, conformément aux décisions européennes prises cette semaine pour tous les produits laitiers non pasteurisés. À l'abattoir d'Alençon, on commençait tout juste à se remettre de la crise de la vache folle. Depuis l'annonce du premier cas de fièvre afteuse, l'activité a déjà chuté de 30%. Les restrictions sanitaires sur les transports limitent le nombre d'animaux disponibles. Et puis surtout, il y a pour cette entreprise l'obligation de ne pas vendre hors des frontières du département la viande qu'elle y a achetée. Là, on prend des mesures qui semblent extrêmement draconiennes. Bon, moi, on peut les comprendre, mais c'est vrai que nous, la semaine prochaine, vraisemblablement, on ne sait pas ce qu'on va faire la semaine prochaine, en particulier au niveau des abattages, et ça va vraisemblablement conduire à du chômage technique. Dans cette partie du Grand Ouest, 15% de la population active vit grâce à l'agriculture. Si la crise se prolonge, c'est toute l'économie d'une région qui est en danger. Et c'est une vaste mise en quarantaine internationale que doivent maintenant subir la France, la Grande-Bretagne et l'Union européenne, victimes de l'épizootie de fièvre afteuse. Le principe de précaution est devenu embargo dans de nombreux pays, même si aux États-Unis on assure que tout cela n'est que temporaire. Commentaire Stéphane Bretner. Aux États-Unis, gare aux saucissons et aux rillettes. Tous les produits à base de viande et de lait sont systématiquement saisis pour les passagers venant d'Europe. Chiens renifleurs spécialistes de la nourriture, contrôle douanier renforcé et même désinfection, l'Amérique déploie les grands moyens pour empêcher le virus de frapper son cheptel. L'Union européenne juge ces mesures excessives. Washington a tenté de calmer le jeu en promettant que l'embargo serait rapidement levé. L'enjeu est de taille. Les exportations européennes de viande rapportent 3 milliards de francs chaque année. En Espagne, 651 bovins et porcs importés de Mayenne ont été bloqués à l'entrée du pays. Le deuxième client de la France suspend ses importations de viande. Madrid a par ailleurs décidé d'effectuer des tests vétérinaires sur près de 70 000 animaux arrivés de l'Hexagone depuis le 1er février. À l'Est aussi, du nouveau. En République tchèque, toutes les précautions sont prises. 70 points de contrôle aux frontières sont sous haute surveillance. Désinfection obligatoire. Tous les produits en provenance de l'Union européenne sont systématiquement saisis. Les autorités tchèques suivent ainsi les Russes qui ont décidé de ne plus importer de viande en provenance de France. En Argentine, on prend aussi des mesures, mais cette fois-ci pour empêcher le virus de franchir les frontières. Un foyer de fièvre afteuse a été détecté dans un troupeau qui contraint des bovins importés de Grande-Bretagne. Un coup dur pour Buenos Aires, l'exportation de viande est la principale ressource du pays. Le virus est aussi apparu à l'autre bout du monde, 8 cas de fièvre afteuse découverts aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. La partie politique de cette édition, élection municipale deuxième tour dimanche. J'interrogerai dans quelques instants Michel Alliot-Marie et François Hollande en direct et en duplex. Mais tout d'abord Toulouse où le suspense est grand sur le résultat de dimanche. L'alliance à gauche entre la liste motivée et celle du socialiste François Simon organisait hier soir un meeting-concert, style plus musical que politique, tandis qu'à droite, Philippe Douste-Blazy fait une campagne autrement. Reportage Philippe Boisserie, Philippe Jasselin et David Bress. Douste-Blazy soit renversé. Brassens, ressuscité par Zebda. Là, il y a une chance qu'on détrône le roi des contes.
Et voilà Philippe Douste-Blazy enterré par les facétieux porte-parole des motivés. Hier soir, tout le monde y est allé de sa petite note de musique. Un éclectisme de bon aloi en ces temps de fusion entre gauche, vert et motivé. 3 heures de concert pour 20 minutes de discours. De quoi réconcilier les jeunes et la politique. Il faut dire que le message était facile à résumer. Nous sommes en train de créer quelque chose ici. Nous sommes en train de redéfinir une façon de faire de la politique. Oui, l'alternance est maintenant possible parce que nous sommes la majorité de changement. Et puisque tout meeting doit finir par un hymne, toute la liste entonna le Halleoust de Zebda, repris en chœur par 8000 spectateurs. Donc il y a là, je crois, me semble-t-il, un énorme enjeu pour l'agglomération toulousaine. En termes d'image, cela s'appelle prendre le contre-pied. Sa partition, Philippe Douste-Blazy a choisi de la jouer dans le répertoire économique. Visite à l'aéroport pour parler des installations dédiées au futur Airbus A380. Ce qui n'empêche pas de donner de la voix contre ses adversaires. Nous avons, nous, aujourd'hui, décidé de travailler sur ce grand chantier qui sera là à quelques mètres d'ici pour créer le plus grand avion du monde, 10 000 emplois créés durant les 10 prochaines années. Alors, je forme un vœu qu'ils viennent faire la fête, mais lorsque ces 10 000 emplois seront créés et lorsqu'il y aura moins de 12% de chômage à Toulouse. Et si Philippe Douste-Blazy juge certains refrains de ses opposants haineux, il n'en apprécie pas moins la musique. Demain soir, ce sera à son tour de s'offrir un dernier meeting et une petite fête, juste avant que se clôture une campagne, à l'issue toujours aussi incertaine. À Dijon, entre droite et gauche, l'issue du scrutin est également très indécise pour déterminer le successeur de celui qui régna pendant 30 ans dans la cité des Ducs de Bourgogne, Robert Poujade. Reportage Thomas Dandois et Yann Moine. Simple inondation dans une rue à Dijon. Mais nous sommes à quelques jours du deuxième tour, alors forcément les deux candidats à la mairie sont là, bottes aux pieds, Jean-François Bazin pour la droite et François Rebsamen pour la gauche. Il faut dire que le duel est serré. Depuis dimanche, le socialiste compte une longueur d'avance. Sa liste est arrivée en tête au premier tour, c'est une première pour la gauche depuis 30 ans. Alors forcément, il s'y voit déjà un peu. Moi, je sens peser sur moi le poids des responsabilités parce que je suis sûr que dimanche prochain, le mouvement va s'amplifier pour ce changement sur Dijon et eh bien, on est fiers aussi de le symboliser. Allez, il faut y aller. Ça va. Pour compenser son retard, Jean-François Bazin, lui, compte sur un sursaut des abstentionnistes du premier tour. Mais surtout, le Front National et la liste maigretiste lui apportent leur soutien, un soutien non négocié, affirme-t-il. Chaque Français, chaque Dijonnais est un citoyen. Et au deuxième tour, chacun se prononce librement. Les partis ne sont pas propriétaires ni détenteurs de leur voix. Je n'ai pas besoin de directeur de conscience. Depuis 3 jours, les deux candidats multiplient les débats contradictoires et ne ratent jamais une occasion de s'envoyer des petites piques. Même cravate Pierre. Les Dijonnais, eux, pourraient bien ne pas changer de cravate, mais de majorité. Dans ce face-à-face, la gauche, elle, se prend à rêver de Dijon, l'un de ses objectifs de conquête dans une ville de plus de 100 000 habitants. En Saône-et-Loire, à Chauffaille, chef-lieu de 4500 habitants, tout s'est joué au premier tour et c'est le Front National qui a remporté la mairie, sans pour autant que tous les colistiers soient membres du parti de Jean-Marie Le Pen. Explication avec le reportage de Sophie Nenny et Marine Massin. Ça me choque un petit peu. À Chauffaille, certains habitants n'ont toujours pas compris ce qui s'est passé dimanche dernier. Alors, pour y voir plus clair, ils ont fait appel à l'ancien maire. Réunion improvisée dans l'arrière-salle du pub de la ville. Mais on nous a pas dit toute la vérité. Et je pense que voilà, une tête de liste FN, c'est quand même significatif. En fait, de nombreux électeurs de Chauffaille ont voté pour l'opposition en ignorant que la liste était dirigée par l'extrême droite. J'ai voté pour la liste du changement. Voilà, on croyait, on espérait au changement et voilà, on se retrouve maintenant pris au piège. 60% le Front National à Chauffaille, une petite ville de 4500 habitants, c'est un désastre. Marie-Christine Bignon est le nouveau maire. Selon elle, elle n'a jamais caché son appartenance au FN quant à sa liste. Elle est apolitique, cette liste. Elle est apolitique. La tête de liste adhère au Front National. Mais la liste est apolitique. Mais l'erreur sur l'étiquette n'explique pas tout.
À Chauffailles, l'extrême droite n'a cessé d'exploiter le sentiment d'insécurité. La commune a connu récemment quelques vols. Le FN a parlé d'explosion de la délinquance. Et puis il y a eu une rumeur fatale à l'ancien maire. C'est que je faisais venir à Chauffailles 300 maghrébins des Minguettes pour combler la perte de population et le manque d'élèves dans les écoles. En réalité, ces personnes ne sont jamais venues s'installer à Chauffailles. C'est la preuve qu'il suffit parfois de peu pour qu'une ville bascule, pour que le FN passe. Double entretien à présent en direct et en duplex avec Michèle Alliot-Marie. Bonsoir madame. Bonsoir. Et avec François Hollande, bonsoir. Première question à Michèle Alliot-Marie. Vous avez été réélu dès le premier tour à Saint-Jean-de-Luz, maire de Saint-Jean-de-Luz. Alors une question que je poserai également à François Hollande. Qu'est-ce que c'est un maire de droite par rapport à un maire de gauche ? Je crois que c'est quelqu'un qui a le sens de la proximité. Je crois que c'est quelqu'un qui essaie d'être à l'écoute des préoccupations de ses concitoyens. Alors bien sûr, ces préoccupations ne sont pas les mêmes dans une grande ville ou dans une petite ville comme Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz, nous n'avons pas de gros problèmes de sécurité, même s'il faut toujours être vigilant. Au contraire, dans beaucoup de villes plus importantes, la sécurité est la préoccupation majeure de nos concitoyens. Et il convient donc d'y apporter des solutions que nous avons proposées au RPR et qui sont inspirées d'un certain nombre d'expériences qui ont été faites par les maires de notre mouvement ou de l'opposition en général dans leur ville. Ouais. C'est cela ce que nous proposons avec effectivement une sécurité plus de proximité, avec davantage de pouvoir donné aux maires en la matière. Merci madame. Oui. Alors même question à François Hollande. Vous avez été élu dès le premier tour à Tulle. Y a-t-il une différence entre une gestion de gauche et une gestion de droite ? Bon, d'abord, il y a des points communs. La proximité, le contact avec la population. Heureusement que de droite comme de gauche, c'est en partage. Parce que ce serait quand même un comble qu'un maire de gauche soit loin quand un maire de droite soit près et inversement. Donc évitons ce type de lieu commun. Il y a une nécessité d'être proche, d'être au contact de la population, mais il y a aussi une nécessité d'être plus proche de la solidarité, plus proche de l'enjeu économique lorsqu'il est posé, de l'emploi, du développement et de l'équilibre des territoires et notamment des quartiers. Donc chaque ville a ses priorités. Quand on est de gauche, on essaye, même si la ville peut avoir une prospérité, de faire œuvre de solidarité, puis lorsque la ville a des problèmes, aussi de développer l'emploi. Donc je crois que la gauche, elle essaye de défendre ses valeurs, celles qui sont aujourd'hui menées par le gouvernement Lionel Jospin à l'échelle locale. Merci François Hollande. Une question, madame Alliot-Marie, concernant Paris et Lyon. Philippe Séguin a reçu, comme il dit, beaucoup d'avanies, de critiques, de propos très sévères de Jean Tibéri. Or, il sera bien obligé de vivre avec lui s'il veut gagner Paris et s'il veut être maire de Paris. Et d'autre part, à Lyon, M. Dubernard doit faire alliance avec M. Millon. N'y a-t-il pas là une réflexion sur la morale en politique ? Mieux écoutez, je crois qu'on a suffisamment daubé sur nos divisions pour que lorsque nous écoutons tout simplement les souhaits de nos électeurs, que ce soit d'ailleurs à Paris, à Lyon ou dans toutes les villes, on évite de critiquer maintenant l'union que nous faisons. Finalement, ce que veulent nos électeurs, effectivement, et je suis bien placé pour le savoir, puisque moi, c'est mon rôle en quelque sorte d'écouter et les électeurs parisiens et les électeurs de l'ensemble de la France, c'est que cessent les querelles personnelles et que lorsque l'essentiel est en jeu, tout le monde se retrouve. Et c'est bien ce qui se passe. C'est vrai qu'il y a des différences entre M. Tibéri et M. Séguin. C'est vrai qu'il y a des différences entre M. Millon et M. Dubernard. Mais pour autant, lorsqu'il s'agit de savoir répondre aux besoins au quotidien de nos concitoyens, nous parlions de la sécurité tout à l'heure, mais c'est par exemple aussi en matière de gestion des finances publiques, où il y a souvent de grandes différences entre la droite et la gauche, car la droite est certainement plus soucieuse d'éviter de gaspiller, ou je dirais de surcharger les impôts locaux. Eh bien là, les gens se retrouvent. Mais madame Alliot-Marie, est-ce qu'il ne s'agit pas surtout de tout faire pour garder le pouvoir, au fond, en faisant des alliances qui sont a priori des alliances très surprenantes ?
Écoutez, je crois qu'il ne faut pas trop de tartufferie en la matière. C'est assez curieux. Lorsque la gauche s'allie avec l'extrême gauche, ou je dirais avec des communistes qui n'ont même pas renoncé à certaines erreurs du passé, ou lorsque M. Lang va essayer, grâce au maintien du Front National, de rester à Blois, on trouve ça tout à fait normal. Et curieusement, lorsque c'est l'opposition qui se réunit pour gagner, je dirais même lorsque c'est, par exemple à Lyon, le RPR et DL qui s'allient, alors on trouve ça anormal. Vous ne trouvez pas que c'est un peu curieux comme raisonnement? Alors, question à François Hollande. On a eu le sentiment qu'à l'issue du premier tour, il y avait un constat. Le PS s'était embourgeoisé. Il y avait une gauche de la gauche qui était critique et qui réclamait des mesures plus radicales. Est-ce que vous allez en tenir compte? D'abord, la politique, c'est quand même des principes, des règles et une morale. Et à gauche, nous avons fait le choix de la stratégie de la majorité plurielle depuis le départ. Nous n'en changeons pas. À droite, j'ai relevé que M. Tibéri, qui était un pestiféré hier, devenait au centre maintenant de toutes les préoccupations. On allait même rechercher sa compagnie. M. Millon, qui était le mouton noir à Lyon, devient maintenant le berger de la droite et doit la conduire à un succès qui serait quand même celui de la compromission. Et puis on note aussi des alliances ici ou là avec toutes les droites. Alors pour la gauche, nous avons regardé les résultats du premier tour. Qu'est-ce qui nous enseigne? Premièrement, d'abord une forte abstention, ce qui quand même est une préoccupation pour tous. Mais c'est une abstention de gauche? Dans les élections locales, je ne sais pas, mais souvent ce sont des quartiers populaires qui n'ont pas voté, souvent ce sont des jeunes qui ne se sont pas exprimés, souvent ce sont des plus démunis qui ont refusé d'aller. Donc ils ont eu le sentiment que le Parti socialiste s'était éloigné, quoi. Peut-être parce qu'ils n'avaient pas le sentiment qu'on répondait tout à fait à leurs attentes. Alors peut-être s'est-on fait mal comprendre, peut-être aussi il y a un mouvement de défiance, et c'est vrai que le spectacle à Paris ou à Lyon ne doit pas encourager beaucoup d'électeurs à aller voter. Et pourtant, je pense que ce qu'on fait depuis maintenant 4 ans, avec la baisse du chômage, avec la lutte contre les exclusions, avec la politique de la ville, ça doit normalement inciter à voter. Mais nous devons tenir compte de ce mouvement d'abstention et faire en sorte qu'il y ait une réconciliation entre les citoyens et leurs représentants. Puis un deuxième mouvement, vous l'avez indiqué, c'est celui de la présence de listes alternatives, de listes de gauche différentes ou d'extrême gauche ou écologiques. Et je crois que là aussi, et c'est normal dans une élection municipale, ça traduit les aspirations. Et donc notre souhait, c'est de rassembler, y compris cela. Et moi, je vous le dis, à Toulouse, je pense que mieux vaut être avec Zebda qu'à Lyon avec Millon et à Paris avec Tibéri. Madame Alliot-Marie, pouvez-vous ce soir nous dire qui sera maire de Paris et qui sera maire de Lyon? Est-ce que ce sera M. Tibéri ou M. Seguin? Est-ce que ce sera M. Millon ou M. Dubernard? Bien, d'abord, je dirais qu'il n'y a de notre part aucune compromission. Pour reprendre ce qui a été dit à l'instant, vous savez, M. Millon a commis une erreur que nous avons condamnée d'ailleurs. Il s'en est excusé. Et moi, lorsque j'ai lu son programme, je n'ai rien trouvé qui ressemble à l'extrême droite. Alors encore une fois, surtout quand on a un maire, ministre comme M. Lang, qui va s'appuyer sur le Front National pour pouvoir essayer de se maintenir à Blois, je crois qu'il faut être un peu plus modeste. Qui sera maire? Qui sera maire? Eh bien, je crois que M. Millon a dit très clairement et publiquement que ce serait M. Dubernard qui serait maire si nous gagnions à Lyon. Et je crois que M. Millon a l'habitude de tenir ses engagements. Et à Paris? Et à Paris, nous avons, nous, RPR, UDF et DL, en commun désigné Philippe Seguin pour être notre candidat à la mairie de Paris. Alors, si nous gagnons Paris, la victoire sera celle de M. Seguin. Il sera donc tout à fait naturel qu'il soit le candidat à la mairie de Paris et au poste de maire. François Hollande, l'un des constats du premier tour, c'est le fait que le Parti communiste est devenu de plus en plus faible. Est-ce que vous, socialistes, vous n'êtes pas en train de maintenir en survie artificielle un Parti communiste qui a de moins en moins d'assises électorales? Mais la gauche plurielle, elle ne sera rassemblée que si elle comporte toutes ses composantes, dont les Verts, dont les communistes. Et je ne crois pas qu'on puisse avoir des jugements aussi péremptoires sur l'évolution du Parti communiste, puisqu'il était pour l'essentiel dans la majorité plurielle, c'est-à-dire avec nous, dans des listes d'union dans la plupart des villes de France. Alors que les Verts s'étaient comptés séparément dans un scrutin qui leur est généralement favorable. Oui, mais et moi, le PC a perdu plusieurs villes du bon résultat des Verts.
Et c'est vrai que le PC dans des villes qu'il avait généralement depuis longtemps en gestion a connu une érosion. C'est sans doute aussi l'usure et que chaque composante peut connaître. Alors les Verts sont plus récents dans la vie politique, ils ont moins de pertes lorsqu'ils connaissent des difficultés et ils ont généralement des gains et nous en sommes heureux. Bon, pour le Parti communiste, il fait un travail important dans des villes de France. Il va gagner des conseillers municipaux en grand nombre grâce à la gauche plurielle. Et moi je crois que ce serait une erreur de vouloir opposer telle ou telle composante de la gauche plurielle parce que nous ne gagnerons que par l'union. Maintenant, un mot sur ce qui s'est passé à Blois. Je ne peux pas laisser entendre une réponse que à Mme Alliot-Marie, oui. Gagner avec le Front National, parce que ce n'est pas quand même la faute de M. Lang si le Front National fait plus de 15% à Blois et se maintient. Mais en revanche, c'est la faute du RPR s'il y a des unions à Bolène ou s'il y a des unions à Saint-Laurent-du-Var avec des fusions de listes avec l'extrême droite. Par ailleurs, moi je me félicite que l'extrême droite régresse dans ce pays. C'est une grande victoire pour la démocratie. Et même si ces voix d'extrême droite vont pour l'essentiel à la droite, je considère que c'est un progrès par rapport à une situation où l'extrême droite était forte dans notre pays. Et que ça se passe aujourd'hui sous un gouvernement de gauche, que l'extrême droite recule, éclate, disparaisse même dans un certain nombre de villes, y compris lorsque c'est à notre détriment, j'en suis heureux parce que c'est une bonne nouvelle pour la démocratie. Madame Alliot-Marie, est-ce qu'à l'issue de ces élections municipales, vous n'allez pas relancer l'idée d'un grand parti unique de l'opposition, une recomposition de la droite ? Je crois qu'il faut savoir écouter nos électeurs. Nos électeurs souhaitent une union la plus étroite possible. Cette union existe d'ailleurs beaucoup plus qu'on ne le dit. Par exemple, on ignore souvent que dans les villes de plus de 9000 habitants, nous avons eu entre l'UDF, DL et le RPR 92% de listes uniques, de candidatures uniques. Alors pourquoi ne pas faire un parti unique alors ? Et dans les cantonales, nous avons eu 43% de candidats uniques pour les trois partis. Donc l'union existe déjà, mais c'est vrai qu'elle n'est pas toujours perçue. Nous pensons donc qu'il faut avancer un peu plus. Je le fais avec mes partenaires de l'opposition depuis un certain temps. Je pense qu'il sera intéressant de marquer peut-être une étape supplémentaire, peut-être celle qui nous amènera un jour vers une confédération des partis de l'opposition. Nous verrons ça après le deuxième tour. Merci Madame. Dernière question à François Hollande concernant le gouvernement Jospin, vu l'avertissement d'une certaine manière qu'a donné l'électorat à la gauche après ce premier tour. Est-ce que le gouvernement doit donner des signes aux plus faibles, aux catégories les moins favorisées ? Je crois que ça doit toujours être une préoccupation, élection ou pas élection. Le sens d'une action de gauche, c'est de se préoccuper du dynamisme du pays. Je crois que la croissance est là pour nous démontrer l'efficacité de la politique que nous conduisons et la baisse du chômage notamment, mais surtout de mettre dans le chemin du progrès, sur le chemin du progrès, les plus démunis, les plus faibles, les plus modestes, notamment en matière salariale, parce que je crois qu'il y a une aspiration, notamment en matière de services publics. On voit bien l'exigence en termes de santé, de rassurer aussi, et un coup de pouce sur le SMIC et sur les bas salaires, des signes forts. Mais ça doit venir, ça viendra, le moment est proche d'ailleurs, puisqu'au fin du mois de juin, il y a une revalorisation du SMIC, et je crois qu'il est important que chacun ait sa part du progrès économique. Mais les élections municipales, je le répète, c'est quand même des enjeux locaux, y compris à Paris ou à Lyon. C'est de savoir par exemple si à Paris on souhaite un renouveau avec Bertrand Delanoë ou de garder M. Tibéri avec M. Seguin dans un rôle qui n'est pas encore prévu. Ou à Lyon, de savoir ce que l'on fait avec M. Millon ou pas, ou si l'on préfère le changement avec M. Collomb. C'est quand même ça, des élections municipales. Ça n'empêche pas le gouvernement, après les élections municipales, de continuer sa politique et de le faire dans le sens du progrès et de la solidarité. François Hollande, merci. Michèle Alliot-Marie, merci d'avoir participé à ce double entretien. La ministre de la Justice, Marie-Lise Lebranchu, annonce l'ouverture d'une large concertation avec les syndicats de magistrats pour remettre à plat le système judiciaire. Lionel Jospin recevra les magistrats le 27 mars prochain. Il y a une semaine, ceux-ci manifestaient sans être reçus à Matignon. C'est une première ou presque dans l'histoire judiciaire. L'avocat général de la Cour de cassation a lui-même demandé la révision du procès de Patrick Dils, condamné à perpétuité en 1989 pour le meurtre de 2 enfants de 8 ans à Montigny-les-Metz en Moselle. Le condamné avait 16 ans au moment des faits. Depuis, on s'est aperçu que sur les lieux du crime, Francis Holm, déjà accusé de multiples meurtres, n'était pas loin. Reportage Valérie Hermite avec André Sora et la réaction de Patrick Dils. Je sais pas quoi dire, j'arrive pas trop encore à me rendre compte de tout ce qui vient de se passer cet après-midi. Et puis,
j'ai du mal à réaliser, on va dire. Bon, vous êtes content? Ah oui, oui, bien sûr, tout à fait. Vous dormirez bien cette nuit? Sans aucun problème. Bon, c'est la fin de l'audience. Patrick Dils vient d'apprendre par téléphone que l'avocat général demande la révision de son procès. Et puis là, avant, il fallait attendre des mois et des mois, tandis que là, 15 jours. Oui, 15 jours. Qu'est-ce que c'est que 15 jours dans une vie, sérieux? Voilà, t'as déjà attendu 14 ans, alors tu peux encore attendre 15 jours. Peu avant, l'avocate générale de la Cour de révision, Dominique Comaret, disait n'avoir aucune certitude, mais une conviction qui s'est peu à peu forgée. Patrick Dils a le droit d'être à nouveau jugé à la lumière des derniers éléments inconnus lors de sa condamnation en 1989. Des éléments nouveaux qui portent un nom et un visage, celui du tueur en série Francis Holm. L'enquête a démontré que Holm, connu pour son extrême violence, travaillait tout près du lieu du crime, qu'il n'a aucun alibi et qu'il a croisé le chemin des 2 enfants assassinés. 14 ans que la famille de Patrick Dils attendait ce moment, cette demande de révision du procès. Aujourd'hui, je suis un peu ému, quoi. Mais je vois quand même qu'on voit le bout du tunnel. Si des erreurs ont été commises, il faut que l'institution et les hommes aient le courage de les reconnaître. Je crois qu'on est en bonne voie dans ce dossier. Ce qui est, je dirais, terrible, c'est qu'il ait fallu tant de temps. Sur le banc de la Cour, 2 familles, 2 souffrances et 2 lectures radicalement opposées du dossier. Pour la grand-mère d'un des enfants assassinés, la culpabilité de Patrick Dils n'a jamais fait et ne fait toujours aucun doute. Entre toutes ces certitudes, toutes ces convictions et ces doutes, la Cour de révision tranchera définitivement le 3 avril prochain. Nouvelle condamnation pour José Bové et 2 militants de la Confédération paysanne. 10 mois de prison avec sursis pour avoir saccagé en juin 1999 des plants de riz transgéniques dans un laboratoire de recherche à Montpellier. Un procès exceptionnel à partir de lundi devant la cour d'assises de Paris. Guy Georges comparaît pour 7 crimes, 4 agressions, des viols, des assassinats commis entre 1991 et 1997. On le surnommait le tueur de l'Est parisien. Son terrible parcours meurtrier aurait pu s'arrêter plus tôt, mais la mauvaise coordination des enquêteurs et l'absence de fichiers d'empreintes génétiques donnent aujourd'hui l'impression que l'enquête de police fut en grande partie ratée. Récit Yasmina Farber, Audrey Goutard et José Boulestex. Cet automne 1997, les Parisiennes ne se sentent pas en sécurité dans les rues de la capitale. Un homme a violé et poignardé 2 jeunes femmes dans leurs appartements. Personne ne sait encore que le tueur de l'Est parisien s'appelle Guy Georges. Donc là, elle a marché à pied. Anne Gauthier, la mère d'une victime, connaît cette enquête par cœur. Dès 1995, elle avait senti que le meurtrier de sa fille était un serial killer. J'ai compris que c'était quelqu'un qui allait tuer à nouveau, qui ne pouvait pas s'arrêter de tuer aussi longtemps qu'il ne serait pas arrêté. Donc ça m'a donné une énergie fabuleuse pour me mettre en route, pour le chercher aussi. Les recherches de la brigade criminelle sont laborieuses. En 1995, il patrouille dans Paris avec un témoin clé, une rescapée qui a réussi à se sauver de son appartement. Elisabeth décrit son agresseur, un portrait robot est établi. On est bien loin du visage de Guy Georges. Si loin qu'il échappe à tous les recoupements. Interpellé et condamné pour une tentative d'agression cette année-là, il n'est pas considéré comme un suspect pour les crimes de Paris. Et donc on va le laisser partir pour l'agression pour laquelle il était jugé, c'est-à-dire il va faire 20 mois de prison. Quand il va ressortir après 20 mois de prison, il va tuer encore 2 fois, il va agresser encore 2 fois. Autre drame dans cette enquête, l'ADN. Dès 1995, la justice possède 3 empreintes génétiques retrouvées sur des victimes ou sur des scènes de crime. Cet ADN X correspond à celui du tueur. Mais faute de fichier national, personne ne peut établir un lien avec Guy Georges. Si on avait été mieux inspiré avec un maximum de chances, avec un maximum de réussite, nous aurions pu peut-être parvenir à l'identification de Guy Georges avant le mois de mars 1998. Mais il est tout à fait évident que si un fichier génétique avait existé à l'époque, il aurait été identifié dès 1995. En 1998, le juge-t-il ne tient plus. À la limite de la légalité, il demande à tous les laboratoires de chercher dans leur dossier cet ADN X. C'est à Nantes que l'on va le trouver. Eh bien, on a recherché parmi tous ces dossiers s'il y avait un code génétique qui pouvait correspondre à celui du tueur de l'Est parisien. Et on a trouvé ici le code génétique de Guy Georges qui correspondait à celui du tueur de l'Est parisien.
L'identification de Guy Georges a été un soulagement, mais ce fut également une grande déception, puisqu'on s'est aperçu que cet individu, nous l'avions depuis 1995 dans nos dossiers et que nous ne l'avions pas identifié dans cette période qui a duré presque 3 ans. Identifié, Guy Georges sera interpellé à la sortie du métro Blanche. Certains enquêteurs déclineront l'invitation du ministre de l'Intérieur qui voulait les féliciter pour la fin de cette enquête. De nouveau des affrontements près de Tetovo en Macédoine dans le nord-ouest du pays à la frontière du Kosovo. Pour le 2e jour consécutif, des échanges de tirs ont eu lieu entre rebelles albanais et soldats macédoniens. Mercredi, une fusillade avait fait 1 mort et 17 blessés. Dans la région de Gozinche, où nos envoyés spéciaux Jérôme Bonny et Patrick Desmuy se trouvaient, les habitants des villages sont pris entre les tirs de part et d'autre. Depuis leur arrivée, l'ambiance n'est plus la même. Leur tristesse remplit la maison des cousins qui les ont hébergés. Cette famille de 11 enfants a tout laissé à 15 km de là, dans la ferme qu'il a fallu abandonner précipitamment. Ils ont survécu au combat, mais leur raison de vivre est restée là-bas. Il y avait des fusillades, les enfants avaient peur. Je pense à mes vaches qui sont restées attachées dans l'étable. Il n'y a personne pour les nourrir, c'est à ça que je pense. Aujourd'hui, les terres de cette famille et des fermes alentours sont investies par la guérilla indépendantiste albanaise importée du Kosovo voisin. Une poignée d'hommes en train de déstabiliser la région. Certains sont eux-mêmes kosovars, ils connaissent mal les habitants. La région est survolée par des hélicoptères de l'OTAN. L'armée macédonienne n'ose pas s'y aventurer. Village pris entre 2 feux, femmes et enfants évacués vers la vallée, ce sont les hommes qui doivent s'occuper du bétail. Ça ne va pas du tout. Sans pain, sans manger, sans dormir. En plus du travail des hommes, il faut faire celui des femmes. À côté de l'école désertée, les villageois échangent les dernières informations. Laissés pour compte du pouvoir central macédonien, les maires des villages ne sont pas pour autant prêts à s'engager aux côtés de la guérilla. Les villageois ne croient pas en cette prétendue guerre de libération nationale. Ils ne croient pas à ça. Pour l'instant, la guérilla albanaise en Macédoine ne contrôle que quelques vallons proches du Kosovo. Les combattants se déplacent à pied. Pour étendre leur champ d'action, il leur faudrait notamment améliorer leurs relations avec tous les villageois de la région. Détournement d'un avion russe qui assurait un vol charter Istanbul-Moscou. Les pirates de l'air ont obligé le commandant de bord à se poser sur l'aéroport saoudien de Médine. Les pirates qui retiennent plus de 160 personnes à bord ont blessé gravement un passager. Ils demandent la fin de la guerre en Tchétchénie. Pour l'instant, pas de négociations réelles en cours. Et puis on vient d'apprendre que la nuit dernière, au large de l'île de Saint-Martin, de l'île franco-néerlandaise de Saint-Martin, un canot transportant des clandestins, des immigrés clandestins originaires de la République dominicaine a chaviré, il a fait naufrage, il y avait 40 personnes à bord, il n'y a que 2 survivants, on a déjà retrouvé 15 corps sur les bords de l'île de Saint-Martin, donc dans ce canot ça serait passé la nuit dernière des immigrés clandestins venus de la République dominicaine. Nouvelle journée de pluie et d'inondations dans l'Yonne, où la rivière est en crue, mais surtout dans l'est de la France. Les travaux agricoles sont désormais impossibles. Reportage à Sainte-Suzanne, dans le Doubs, près de Montbéliard, avec Jérôme Soulard et Jean-Pierre Pasteur. Élie et Patrick ont beau scruter le ciel avec espoir, ils ne voient ici que de l'eau, de la pluie et des inondations qui, en moins de 2 mois, ont transformé leurs terres agricoles en vulgaires mares à canards. 120 litres d'eau par mètre carré tombés en moins de 10 jours, de quoi faire annuler tous les travaux des champs jusqu'à nouvel ordre. Il y a une seule chose qu'on peut faire pour l'instant, c'est attendre. Ça c'est bon, en agriculture on a l'habitude, hein, on travaille avec le temps, donc on sait que quand le temps est comme ça, il faut attendre que les beaux jours reviennent. C'est simplement espérer que ça ne dure pas trop longtemps, quoi. Attendre encore et regarder s'entasser les sacs de semences dans les entrepôts de la coopérative. Des graines de luzerne, de pois et autres protéagineux compléments alimentaires pour les animaux, des graines qui ne seront plus plantées, il est déjà trop tard. On pensait semer ça au printemps de bonne heure pour pouvoir remplacer une partie du soja qu'on achète, pour amener un petit peu de protéines dans notre ration. Et puis vu le temps qu'il fait, c'est compromis, quoi. Il fallait semer ça fin février, début mars. Ce coup-ci on est au 15, il pleut encore. Ni semences, ni épandage de fumier pour préparer la terre.
Quant aux vaches, avec la pluie, elles sont toujours coincées à l'étable. Théoriquement, on met bientôt les bêtes au champ, alors que là, elles sont en régime d'hiver, c'est-à-dire on consomme toujours beaucoup de paille et puis elles ne mangent pas d'herbe. De l'eau, toujours de l'eau, et des agriculteurs inquiets qui attendent un signe du ciel qui leur serait enfin favorable. Du sport, du rugby dans 2 jours au Stade de France et en direction France 2. Pour le tournoi Destination, l'équipe du sélectionneur Bernard Laporte devra convaincre de ses capacités après plusieurs sorties difficiles. Bernard Laporte ne veut que des hommes en forme et assume toutes les critiques. Portrait Nathanaël Dorinxin et Sylvain Dauba. Il y a des grimaces qui ne trompent pas. Le 15 de France, version Bernard Laporte, se cherche dans la douleur. Une défaite contre l'Irlande, 2 victoires contre l'Écosse et l'Italie, mais qui n'ont convaincu personne. Les critiques pleuvent. Il faut que les gens sachent que quand ils ne prennent pas du plaisir, nous on en prend encore moins, donc, parce qu'on est sur le terrain, on est des acteurs quand même, et qu'on a envie justement de faire du beau jeu et de prendre du plaisir en faisant du beau jeu. Petite scène de la vie quotidienne du 15 de France. Laporte prend les choses en main, comme d'habitude. L'entraîneur a décelé le maillon faible, c'est l'attaque. Avec ses mots à lui, il cherche des solutions tout en protégeant son équipe. Elle a une défense quand même intéressante, elle a pris 5 essais en 6 matchs, je crois que ça c'est quand même une référence. Maintenant le secteur offensif et notamment la finition doivent être améliorés, donc il faut se concentrer dans ce domaine-là parce que les occasions y sont. Malheureusement la concrétisation et la réalisation a tendance un petit peu à se faire attendre, donc c'est là-dessus qu'il faut que nous soyons vigilants. Aujourd'hui, le bilan de l'équipe de France sous l'ère Laporte se résume à cette victoire contre les All Blacks à Marseille. Un match référence, mais qui cache de plus en plus mal certaines errances. Les joueurs s'en défendent, mais la méthode Laporte a peut-être du mal à passer. Le système est bien compris, je crois que le système est efficace. Après, comme je vous dis, il faut être plus rigoureux dans la finition des coups pour essayer de marquer beaucoup plus de points. Samedi, le 15 de France doit absolument battre le Pays de Galles pour garder une chance de victoire dans le tournoi et surtout permettre à Bernard Laporte de continuer son travail. Ce groupe a besoin de temps pour s'affirmer. Ouverture à Paris du 21e Salon du Livre. Ce soir, en compagnie du chancelier Gerhard Schröder, M. Chirac a inauguré ce salon, en partie consacré à la littérature allemande. Du coup, certains éditeurs avaient préparé des petits cadeaux pour les augustes visiteurs. Reportage Sophie Mézel et Patrick Desmully. Une librairie géante, plus de 1600 éditeurs représentés, mais surtout un gigantesque buffet. C'était ce soir au Salon du Livre, où la plupart des visiteurs, il est vrai, n'étaient venus que pour évoquer la poésie du verbe et la justesse du mot. L'amour du livre, en somme. C'est la surprise du chef. Est-ce que vous pensez que ça va vous amener du monde d'avoir un buffet là? Ah, pour ce soir? Oui, généralement c'est assez efficace. C'est-à-dire que les gens viennent manger, ils viennent pas lire forcément? Ils peuvent lire accessoirement. J'ai tablé sur ce que j'ai fait l'année dernière, ils m'ont sifflé 84 bouteilles l'année dernière. Donc cette année j'en ai apporté 84. C'est notre grand auteur allemand, c'est Birgit van der Beek. Mais la préoccupation du jour, c'était bien sûr la visite de Jacques Chirac, venu inaugurer en compagnie de Gerhard Schröder, un salon qui met l'Allemagne à l'honneur. Une belle maison qui fait honneur à la France. Ouais, 300 ans, je crois. Hôte de marque, cadeau de marque. Les éditeurs s'étaient creusé la tête pour faire plaisir au président. C'est un livre sur les tatouages au Japon. La vie d'un homme comme tout le monde, qui sort sa poubelle comme vous et moi, qui va chez le coiffeur, comme la légende l'indique, qui se repose parce qu'il est fatigué. Seul Jean-Luc Lagardère, grand patron entre autres d'Hachette, n'a pas cru bon, lui, de faire un geste. J'ai pas l'habitude de faire des cadeaux, pour vous dire vrai. On ne m'en fait pas, alors j'en fais pas. Petit four à volonté, mais pas touche au livre, protégé, emmailloté. Les piques-assiettes peuvent se goinfrer, mais les piqueurs de bouquins resteront sur leur faim. Au centre Georges Pompidou à Paris, ouverture d'une exposition pleine de nostalgie, celle des années pop, de la fin des années 50 jusqu'en 1968. Ces années furent celles des Beatles, du design et d'artistes géniaux comme Andy Warhol. Préambule à la visite guidée par Daniel Wolfram et Pascal Caron. Une seule question, c'est quoi le pop? Vous demandez ce que c'est que le pop art comme idéologie et comme marchandise, je vous réponds, c'est l'art officiel des États-Unis d'Amérique et ça me fait gerber. Mais l'affaire s'annonce plus compliquée car, depuis longtemps, les observateurs se posent la même question. Mais qu'est-ce donc que le pop art? Réponse pourtant, dès 1957, le pop art est populaire et défini comme tel par l'artiste anglais Richard Hamilton. Pop art,
Pop musique, l'objet le plus banal s'affiche dorénavant comme une œuvre d'art. Provisoire, le pop art est aussi remplaçable, jetable, à l'image de cette nouvelle civilisation née de la consommation de masse. Il est certain que l'Amérique des années 60 est une Amérique victorieuse, riche, qui est allée beaucoup plus loin dans la consommation et surtout aussi qui s'approche déjà beaucoup plus d'une culture globale de la ville. Jasper Johns, un grand artiste américain. Son drapeau est devenu aussi célèbre que le visage de Marilyn décliné par les sérigraphies d'Andy Warhol. Pop art comme sexy et très rentable. Graphiste de génie, Warhol mort en 87. Aujourd'hui, certaines de ses œuvres atteignent 100 millions de francs, le populaire n'est plus. Pop art, synonyme de gros business, attire les hommes d'affaires collectionneurs. Le pop art est une période extrêmement intéressante qu'on ne peut pas occulter dans l'histoire de l'art. C'est la période de l'après-guerre, c'est la façon dont les artistes ont appréhendé le début de ce qui était en fait le début de la société de consommation. Spirituel et fantaisiste à ses débuts, le pop art devient grinçant à la fin des années 60. Le tableau s'intitule Scène de plage. De loin, un cliché, de près, les sourires crispés trahissent des tensions dans la famille américaine. La guerre du Vietnam s'enlise, c'est la fin des années pop et de la ballade, dans l'exposition du même nom. Mais à l'image des enseignes triomphantes, la nostalgie pour cette période ne retient que le visage glamour de la star. C'est au centre Georges Pompidou. Nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle la condamnation par la justice de la COGEMA sur plainte de Greenpeace. Les juges interdisent le déchargement de déchets australiens venus par bateau pour le site de La Hague. Et puis le naufrage d'un canot transportant des immigrés clandestins venus de la République dominicaine au large de l'île de Saint-Martin dans les Antilles. Il y avait 40 personnes à bord, 2 survivants seulement. Il y a 23 disparus, 15 corps ont déjà été retrouvés sur les rives de l'île Saint-Martin. La météo dans quelques instants avec Sophie Davant, puis le point route par Valérie Maurice avec le point sur les perturbations liées aux inondations et à l'épisodie de fièvre afteuse. À 21h, le magazine Envoyé spécial présenté par Guylaine Chenu avec une enquête à Bhopal en Inde sur la catastrophe industrielle, c'était en 1984. Minuit 20, le journal avec Laurence Piquet. À 7h50 dans les 4 vérités, Gérard Morin recevra Jean-Louis Borloo, le porte-parole de l'UDF. À 13h, vous retrouvez Gérard Rolls et à 20h, bien sûr, Béatrice Schoenberg. Et puis je vous donne rendez-vous avec toute la rédaction de France 2 dimanche à partir de 19h40 pour une soirée continue consacrée au 2e tour de l'élection municipale. Bonsoir, merci.